Le village de Kerdrog semblait avoir oublié la mer depuis bien longtemps. Blotti sur un promontoire rouge où les terres arides témoignaient d'anciennes tempêtes, le bourg était un lieu d'ombre et de murmures. Les vieilles bâtisses, dont les murs étaient rongés par le sel et le temps, paraissaient penchées vers le sol comme pour se protéger d'un destin implacable. Les habitants, aux regards voilés et aux voix basses, se contentaient de chuchoter à propos des jours noirs, cet hiver funeste où Digibarg s'était brisée sur les rochers, emportant avec elle des pères, des frères et des fiancés. Chaque vague qui venait lécher les vestiges d'un port oublié semblait porter en elle la mémoire d'une douleur collective. Au cœur de ce paysage de désolation vivait à Rouen une fillette à la fois frêle et intrépide, dont les yeux reflétaient la mélancolie d'un destin déjà marqué par la tragédie. Ses jours s'écoulaient entre le soin apporté à sa mère alitée et les escapades solitaires sur le rivage, où elle cherchait les rares trésors que la mer daignait encore offrir. La perte de son père, emportée par une tempête violente des années auparavant, avait laissé en elle un vide et une quête silencieuse de réponse. Chaque grain de sable, chaque écume lui rappelait l'inéluctable passage du temps et la fragilité de la vie humaine face aux forces colossales de la nature. Un matin brumeux, alors que la mer n'était plus qu'un souvenir lointain pour la majorité des villageois, Rouen se mit en route vers la baie maudite. La brume, épaisse et lourde, enveloppait le paysage d'un voile mystérieux, et elle apportait une odeur saline mêlée à une subtile nuance de sang ancien. Ses pieds nus foulèrent les galets usés tandis qu'elle suivait un chemin de pierres glissantes, guidée par une intuition inexplicable. Elle savait, dans le fond de son être, que ce jour ne serait pas comme les autres. Au détour d'un recoin oublié de la plage, Rouen aperçut une forme étrange échouée sur le sable. D'abord, elle crut qu'il s'agissait d'un corps sans vie, victime d'un naufrage intempestif. Mais en s'approchant, elle découvrit avec une stupeur mêlée de compassion une créature dont l'allure défiant toute logique humaine. Étendue parmi les embruns, une jeune femme semblait lutter contre l'étreinte implacable des éléments. Ses jambes, fusionnées en une longue queue d'écailles argentées, portaient les marques d'anciennes blessures, lacérées par des filets invisibles comme si des forces surnaturelles s'étaient acharnées à la punir. Rouen, le cœur battant, se pencha sur la créature dont le teint, d'un pâle éclat lunaire, contrastait avec la violence apparente de ses blessures. Une veine bleutée, semblable à un fil de lumière éphémère, pulsait faiblement sur le torse gelé de la sirène. Avec une douceur infinie, la fillette posa sa main tremblante sur la peau froide et murmura, dans un souffle hésitant, « Tu respires encore !» Elle passa de longues minutes à observer ce visage aux traits étrangement humains, dont les cheveux, enchevêtrés comme des algues en décomposition, cachaient partiellement des yeux aux pupilles dilatées et verticales. L'instant était suspendu, comme si le temps lui-même hésitait à intervenir. Rouen sentit, au fond d'elle, une étrange connexion, un lien indicible qui transcendait les peurs et les préjugés hérités des anciens. La créature n'était pas un monstre, mais une âme en peine, condamnée par un destin cruel. Sans attendre de réponse, la fillette se mit en marche. Elle prit délicatement la sirène dans ses bras fragiles et entreprit, avec une détermination nouvelle, de la ramener jusqu'à sa cabane secrète. Cette grotte, tapissée de coquillages épars et de souvenirs marins, était son sanctuaire où elle gardait ses trésors et ses confidences. Pendant 3 heures, dans un silence ponctué par le fracas des vagues lointaines et le murmure de la brise, Rouen parcourut le chemin escarpé qui reliait le rivage à son refuge. Chaque pas était un défi, chaque pierre glissante un rappel cruel de la fragilité de la vie. Arrivée dans sa tanière improvisée, elle étendit avec précaution la sirène sur une litière de toile de jute et de feuilles de bruyère. Au crépuscule, lorsque le ciel s'embrasait de teintes pourpres et or, la créature ouvrit lentement les yeux. Un regard intense, chargé d'un millier d'histoires et de douleurs, se fixa sur Rouen. Dans un geste qui paraissait à la fois irréel et sacré, la sirène que la fillette appela bientôt Nérin fit un léger mouvement de tête, comme pour remercier silencieusement l'enfant qui venait de lui offrir une seconde chance. Les premières lueurs du soir firent naître une atmosphère singulière dans la petite grotte. Tandis qu'Rouen offrait un bol d'eau depuis recueilli avec soin, Nérin, d'une voix qui n'était ni tout à fait humaine ni entièrement marine, émit une série de sons cliquetants et sifflements. Dans ce langage oublié, mêlé de musique et de murmures d'écume, la sirène indiqua qu'elle n'était pas hostile et que sa présence portait en elle une histoire bien plus complexe que celle d'un simple naufrage. « Ne chante pas !» fit murmurer Rouen en se couvrant les oreilles de laine. « Mon oncle m'a dit que vos voix pouvaient être fatales aux hommes. » Le rire qui s'ensuivit, cristallisé dans un éclat de notes vives et irrésistibles,
fit frissonner les galets tapissant le sol de la grotte. Ce son, à la fois mélodieux et étrangement perçant, sembla ouvrir en secret une porte vers des mondes insoupçonnés. Au fil des heures qui suivirent, la petite Arwan et Nérin tissèrent, sans le savoir, les prémices d'un lien aussi fragile que précieux. Dans ces instants suspendus, l'obscur passé du village se mêlait aux promesses d'un avenir incertain. Les souvenirs de naufrages et de douleurs ancestrales se confrontaient à la douceur d'un instant d'humanité retrouvée, le tout dans le silence complice d'une nuit naissante. Au fil des jours, alors que Nérin commençait à recouvrer une partie de sa vitalité, Arwan s'immergea dans l'apprentissage d'un savoir ancien que la sirène semblait déterminée à lui transmettre. Ensemble, elles écoutaient le murmure des marées, déchiffrant les secrets portés par le vent et l'écume. Nérin lui enseigna ce que l'on nommait le langage des marées, l'art de comprendre les colères du vent, de lire les présages dans le frémissement des anémones et de deviner les naufrages imminents par le goût salin de l'eau. Chaque leçon était une incursion dans un univers oublié, où la mer et ses mystères régnaient en maîtres absolus. Pendant ces jours de communion secrète, Arwan ne cessait de repenser aux légendes contées par les anciens du village. On murmurait qu'autrefois, bien avant que la mer ne se retire, les habitants de Kerdrank vivaient en symbiose avec l'océan. Les pêcheurs, fiers et hardis, allaient au-devant des tempêtes pour apaiser les colères des divinités marines. Mais une terrible malédiction, venue d'un pacte rompu, avait condamné la communauté à l'oubli et à la peur. La mer, en guise de punition, s'était retirée, ne laissant derrière elle que des échos de splendeur et de tragédie. Ainsi, lorsque Nérin évoqua son passé, la fillette apprit que la sirène avait jadis été la gardienne des courants profonds, une protectrice aux pouvoirs inestimables. Elle avait défié les lois marines en sauvant un baleineau en détresse, et ce geste, perçu comme une trahison par ses pairs, l'avait condamné à errer entre les mondes, marqué par une cicatrice ancestrale en forme d'un signe secret. Les jours s'écoulaient, et la relation entre Arwan et Nérin se faisait à la fois plus intime et plus complexe. Chaque geste, chaque mot échangé portait en lui le poids d'un destin scellé par la mer et la terre. La cabane, transformée en havre de confidence, résonnait des échos de récits anciens et de rêves inavoués. Arwan, en dépit de son jeune âge, semblait puiser dans le savoir de la sirène une force insoupçonnée qui la préparait à affronter un avenir qui, déjà, s'annonçait aussi incertain que tumultueux. Pourtant, au-delà de cet apprentissage fécond et des moments volés au temps, une ombre planait sur Kerdrank. Les murmures du village, porteurs de superstitions et de peurs irrationnelles, ne tardèrent pas à se focaliser sur la présence de Nérin. Le souvenir des naufrages, les récits d'anciens rituels d'exorcisme et la croyance en une justice implacable incitèrent certains à voir en la sirène une incarnation du mal. Des voix se levèrent, annonçant que la créature n'était qu'un démon venu capturer les âmes des noyés, et que sa présence ne pouvait qu'attiser la colère des dieux de la mer. Un soir, alors que la lumière déclinante du soleil laissait place à un ciel lourd et menaçant, Arwan, les yeux emplis d'inquiétude, observa depuis la fenêtre étroite de la cabane des faisceaux de torches édancés sur les falaises abruptes. Les villageois, rassemblés en une multitude bruyante, semblaient s'organiser pour expulser de leur sanctuaire tout ce qu'ils ne comprenaient pas. « Ils te cherchent » murmura Arwan, la voix tremblante d'une angoisse sourde, en désignant les lueurs incertaines qui perçaient l'horizon. La tension monta inexorablement dans l'air saturé d'odeurs de fumée et de peur ancestrale. Dans le lointain, au-dessus du fracas des vagues, les silhouettes des hommes se découpaient en contre-jour, portés par une fureur qu'ils ne pouvaient contenir. La cabane, refuge de tant de secrets, allait bientôt être le théâtre d'un drame dont personne n'aurait pu prédire l'issue. Nérin, la gardienne déchue, caressa du bout de ses doigts l'inscription mystérieuse qui marquait son épaule une cicatrice en forme de symbole oublié, vestige d'un pacte ancien entre la mer et ceux qui osaient défier ses lois. Dans le silence pesant qui suivit, la sirène se tut, ses yeux sombres se perdant dans l'immensité d'un passé douloureux et inéluctable. Pendant que le vent portait les derniers soupirs du jour, la scène se chargea d'un pressentiment funeste. Les secrets, autrefois gardés dans l'intimité de la cabane, s'apprêtaient à se révéler au grand jour, et le destin de Kerdrank, d'Arwan et de Nérin était sur le point de basculer dans un tourbillon de violence, de trahison et de rédemption. Dans ces instants de doute, le cœur d'Arwan battait la chamade. Elle savait qu'au-delà de la peur collective et des superstitions des anciens, une vérité plus profonde se cachait dans le regard de Nérin, une vérité sur la mer, sur la vie, et sur le lien sacré qui unit tous ceux qui osent écouter le chant des marées.
La fillette se prit à rêver d'un monde où la mer reviendrait, où le passé et le présent se mêleraient en une danse éternelle, et où la douleur des naufrages laisserait place à un renouveau salvateur. Le crépuscule se mua en une nuit lourde d'attente et de présages. L'air vibrait d'une tension presque palpable, et la cabane, qui quelques instants auparavant abritait la tendresse d'un instant partagé, se retrouva au cœur d'une tempête émotionnelle. Les premiers échos d'une révolte se faisaient entendre parmi les voix du village, et le destin de Nérin allait bientôt être scellé dans le feu d'un jugement irréversible. La mer, elle-même complice d'un drame millénaire, semblait retenir son souffle en attendant le dénouement. Dans le silence oppressant de cette nuit d'avant-tempête, les vagues, bien qu'absentes du quotidien de Kerdrock, chantaient en secret la promesse d'un retour inévitable, celui d'un règne oublié qui, un jour, devait ressurgir des abysses pour réclamer ce qui lui avait été arraché.